Épisode 383, ça y est, on y est. Premier épisode de l'année 2023 avec ces deux camarades de jeu suivants. Je vais y arriver. Xavier d'un côté, bonjour Xavier, bonne année. Et David, très présent depuis l'année passée. Salut, bonne année. Il n'a pas bougé non plus, il est toujours là. Bonne année également, meilleurs vœux à tous. Si vous nous rejoignez, il y aura un bonus à cet épisode. On ne va pas changer les règles du jeu comme ça si facilement. C'est comme l'année dernière, tout pareil. 15 minutes maximum le bonus, vous le savez. On n'y est pas encore, profitez bien de cet épisode, on a quelques news encore un peu issues de l'année dernière, il faut bien le dire aussi, à vous proposer. C'est une revue de presse qu'on vous propose chaque semaine dans les technos, vous le savez, articulée autour d'un abécédaire parce qu'il fallait bien mettre un ordre aux choses. De temps en temps on tord un petit peu les choses pour arriver à faire en sorte qu'il y ait une alternance entre nos deux camarades. Si vous voulez, on va pas traîner d'ailleurs, on peut directement passer à la première lettre si vous le voulez bien, qui est la lettre A. Comme souvent dans un abécédaire, vous me direz, mais c'est pas toujours le cas. A comme Android, David. On parle de Google qui annonce le support officiel de l'architecture RISC-V, si je dis pas de bêtises. C'est bien ça. Lors du récent sommet RISC-V, Google a annoncé officiellement le support de cette architecture sur Android. On en avait déjà parlé dans un épisode précédent. Donc, pour rappel, l'architecture RISC-V est une architecture qui est ouverte et sans licence, contrairement à Intel, ARM et les autres. Google supportait déjà ARM, la x86. Précédemment, il supportait aussi l'architecture MIPS, mais qui a été retirée il y a déjà un certain temps. Dans ce sommet, ils veulent, en tout cas au niveau de l'organisation RISC-V, que ça devienne une plateforme de tiers 1. En fait, le professeur David Patterson, qui est assez connu dans ce milieu, a démonté 5 mythes de l'architecture RISC-V. Parce que beaucoup de gens, moi y compris, étaient un petit peu réticents. Il y a des côtés positifs et j'étais un petit peu réticent, mais en ayant lu cet article, d'ailleurs ils sont en référence, il y a donc l'article principal qui est Android et ce sommet, je suis plus ou moins convaincu que c'est une architecture qui est très intéressante, qui va permettre de pouvoir faire du développement hors licence, mais surtout de pouvoir se détacher de la dominance de l'Ouest et la dominance de l'Est. RISC-V est établi en Suisse, qui est neutre aussi bien entre les US et la Chine. On en a parlé déjà pas mal de fois qu'il serait temps que l'Europe se réveille un peu pour ce qui est des microprocesseurs. Ici, c'est, je trouve, une porte ouverte. Donc cette version d'Android peut déjà être téléchargée en version limitée. Normalement, au courant du premier trimestre de cette année, le Android Runtime pour Java devrait être là, ainsi que le support sur l'émulateur officiel de Google. Ça, c'est peut-être un petit peu chinois ce que je raconte, mais ça veut dire que ça va permettre aux développeurs de ne pas devoir développer du code spécifique pour cette architecture-là. Ça va être donc codé en Java et traduit automatiquement, nativement en RISC-V. Donc ces processeurs RISC-V sont ouverts. Donc c'est open source, mais contrairement à Linux qui est open source, ce n'est pas
un code qui est à la base géré de manière unique. C'est réellement quelque chose qui est ouvert. Les détracteurs disaient que ce n'est pas aussi sécurisé qu'un système fermé. En fait, ce n'est pas moins sécurisé d'être ouvert que d'être fermé. D'ailleurs, les différents fabricants de processeurs ont tous été victimes de failles de sécurité au niveau hardware. On parle d'écosystèmes fragmentés, mais en fait, Intel et les autres sont tout aussi fragmentés. Par exemple, l'architecture 64 bits qui est sortie sur les processeurs Intel et AMD nécessite des machines virtuelles différentes d'un côté et de l'autre. Les instructions AVX 512, qui sont des instructions multimédia avancées de chez Intel, avaient de support de différents types de structures de données qui sont parties entre les différentes versions. Les processeurs ARM ne sont pas non plus à l'abri. Les ARM version 1 à 7 qui avaient uniquement un adressage 32 bits sont incompatibles avec les ARM V8 et supplémentaires, et les ARM V8 ont sorti des ajouts à l'architecture 32 bits qui sont pas compatibles avec les précédents. Donc c'est tout aussi fragmenté. Et ça pourrait devenir une architecture dominante. Il faut aussi se rappeler qu'il n'y a pas si longtemps que ça, Nvidia a essayé d'acheter ARM, SoftBank, qui est la société qui détient ARM, a essayé de la vendre à Nvidia, ce qui peut poser également des problèmes parce que la majorité des smartphones aujourd'hui tournent sur des processeurs ARM. Dernier petit point, c'est que l'architecture RISC-V a été utilisée premièrement dans des produits par Nvidia justement pour des systèmes embarqués internes et par Western Digital, le fabricant de disques durs. Donc c'est réellement quelque chose qui peut percer. Donc je trouve ça vraiment positif. C'est pas plus mal d'avoir un joueur de plus dans la cour, ça va challenger tout le monde aussi en même temps, donc c'est plutôt intéressant. Je sais pas ce qu'en pense notre ami Xavier. Écoute, moi, il m'a perdu un petit peu en cours de route après qu'il ait dit qu'il y avait des microcontrôleurs qui seraient effectivement un peu plus disponibles en Europe, ce qui est une très bonne chose parce que, comme on le sait... microprocesseurs. Oui, microprocesseur, pardon. C'est un enjeu assez important pour le marché de l'électronique. L'Europe est vraiment dépendante des autres régions et voilà, si on veut une certaine autonomie dans ce secteur, c'est indispensable. Et des initiatives comme celle-là sont effectivement des bonnes nouvelles. Après, pour la technique, etc., j'ai pas beaucoup de commentaires. Je pense que David a très bien géré tout ça, et c'est moins mon dada à ce niveau-là. Si vous, de votre côté, vous avez bien suivi, évidemment, ce qu'a dit David, ou si vous avez des choses à ajouter, n'hésitez pas à le faire en commentaire. On vous a mis les sources, comme tu disais, David, toutes les références sont là. Et dans les sources, il y a aussi des liens. Je vous conseille aussi d'aller cliquer, parce que, par exemple, la présentation lors de ce sommet est disponible également en vidéo avec tous les détails. Donc, si vous êtes vraiment passionné par la chose, n'hésitez pas. Il y a tout ce qu'il faut. C'est dans la description ou sur notre site lestechno.be. On est à la lettre C, comme CES. Bah oui, c'est dans l'air du temps. On a un de nos camarades qui est sur place, Thierry, vous le savez, notre camarade helvétique, est à la tête d'une délégation d'entreprises suisses sur place. On aura certainement quelques échos de sa part à son retour, voire peut-être dans les jours qui viennent, on verra bien. Mais là, bon, il y est pour le boulot, donc on va le laisser faire. Xavier, toi, t'as déjà épinglé un truc, parce qu'il avait dit en plus que c'était le salon de l'auto cette année, le CES. Effectivement, un nouveau véhicule autonome dévoilé au CES cette année, et c'est une originalité, il faut bien le dire.
Tout à fait. C'est un sujet un peu plus léger que le sujet précédent, oui, quoique, puisque les microprocesseurs, c'est assez léger. Ici, on parle d'un engin qui fait quand même 13,6 kg. Et c'est une start-up canadienne qui s'appelle, si je le prononce bien, Gluckskind ou quelque chose comme ça, qui a développé une poussette intelligente qui s'appelle Ella. Donc c'est une poussette qui va être un véhicule autonome. Elle va pouvoir être utilisée sans les mains grâce à toute une bardée de capteurs, de moteurs, l'intelligence artificielle. Elle va pouvoir se déplacer toute seule, mais uniquement lorsqu'elle est vide, puisque pour respecter la législation en vigueur, ils ne peuvent pas faire ça quand le bébé est dedans. C'était une de mes premières réflexions, évidemment, et j'imagine vous aussi, quand j'ai appris qu'ils faisaient une poussette autonome. Donc, la poussette va pouvoir se déplacer toute seule quand les parents portent le bébé par exemple, en main. Elle va s'arrêter toute seule quand les parents ou autres sont hors de portée, s'ils s'éloignent peut-être justement pour courir après leur enfant, s'il y a un obstacle ou autre. Donc il y aura des moteurs électriques qui vont aider à pousser cette poussette de 13,6 kg, un petit peu comme pour un vélo électrique. Elle va aider à monter les pentes et freiner automatiquement. Elle aura une vitesse maximale de 6 km/h, donc c'est pas encore tout de suite qu'on fera des courses de poussettes. Et puis il y a des capteurs sur la poignée qui vont assurer qui vont un petit peu comme on a sur les volants en fait des voitures, qui vont vérifier qu'on tient la poussette ou pas. Et cette poussette va pouvoir transporter, d'après les fabricants, jusque 6 sacs de course. Alors c'est évidemment bardé de capteurs avec les caméras, etc. Mais ce qui est aussi original, c'est honnêtement je cherche encore le réel intérêt d'une telle application, puisque l'autre idée, c'est que c'est une poussette connectée avec une application. Donc on va pouvoir suivre la poussette sur son smartphone. Je me demande à quoi ça sert, puisque on va quand même pas dire à la poussette d'aller se promener toute seule. Donc on va pouvoir la géolocaliser. Il y a quand même une autre petite option, mais est-ce que ça nécessitait réellement une application? C'est une fonction de balancement automatique qu'ils appellent Rock My Baby, qui va pouvoir être activée grâce à cette application et qui va bercer doucement d'avant en arrière le bébé pour qu'il puisse s'endormir. Avec en plus un générateur de bruit blanc, cette espèce de avec un bruit blanc, tout à fait, qui va calmer le bébé, etc. Ou lui donner envie de faire pipi, ça dépend un petit peu. Ça peut avoir un effet diurétique, le bruit blanc, je vous le dis au passage. Mais elle a eu un prix de l'innovation, donc elle a quand même reçu un prix de l'innovation. Elle va être en précommande limitée en Amérique du Nord et via une campagne Kickstarter qui est prévue au printemps, si je me souviens bien. Et le budget est quand même conséquent, puisque bébé va avoir son premier véhicule électrique qui vaudra environ $3,300. Ah oui. Donc c'est déjà un beau vélo. Mais disons que les parents ont intérêt à avoir de la suite dans les idées et d'en faire plusieurs d'affilée, du coup, pour rentabiliser. Oui, c'est ça. Voilà. Pourvu qu'on n'ait pas des jumeaux. Ou alors tu continues à t'en servir pour faire tes courses, puisque ça va pouvoir porter tes courses. Mais voilà. Oui, aussi, oui. Oui, c'est ça. Ça me fait penser à ça parce que j'avais vu il y a quelques années, il y avait une vidéo comme ça d'une poussette qui était renversée par une voiture, mais en fait c'était une personne âgée qui utilisait une poussette pour transporter ses courses. Pour cette utilisation-là, pour une personne âgée, rentrer et avoir un caddie automatisé, c'est pas mal. Mais par contre, pour ce qui est du bébé, l'aspect pour ça. Et l'aspect connecté, si c'est connecté, ça peut être hacké, ça me fait un petit peu peur. Oui, par contre, effectivement. Bon, voilà, je pensais à une scène dans un film, je ne sais plus comment s'appelait le film, enfin j'ai le nom sur le bout des lèvres, où il y a cette scène horrible où il y a ça se passe dans une gare, il va y avoir manifestement quelqu'un qui va se faire arrêter et il y a une dame qui prend son bébé hors du berceau et le berceau part, vraiment elle doit prendre ses valises et le berceau part dans un escalier, descend les marches d'un escalier. Enfin voilà, c'est un vent de panique pour la mère de l'enfant, on ose l'imaginer. Ah, c'est dans un film de Leslie Nielsen, si je me souviens bien. Dans Les Incorruptibles, si je dis pas de bêtises. Mais bon, voilà. Et également dans un film de Leslie Nielsen qui était une parodie.
Ah d'accord, oui, bah, oui, c'est cool. Du coup, il y avait une scène de parodie avec la poussette qui tombait dans les escaliers dans une gare. Ouais. Vous aussi la référence, n'hésitez pas à la partager. Si vous l'avez vu dans un troisième film, peut-être, n'hésitez pas à nous le faire savoir, ça nous fera plaisir. On a fait le tour de la question de la poussette. Première news du CES. Vous imaginez le niveau auquel se situe le CES cette année. Cela étant dit, on nous promet pas mal d'innovations. Moi, j'ai entendu un grand spécialiste du CES, un Français, mais qui y va depuis 20 ans, qui dit normalement ce sera pas pour cette année, c'est un peu voilà, ce sera pas un grand année pour un grand cru pour le CES, on attendra plutôt l'année prochaine et ça il n'est pas le seul à le dire, l'année 24 devrait être porteuse de nouveautés, mais ici il y a quand même quelques nouveautés dont, on le disait et sans rire, pas mal de véhicules automobiles aussi, puisque maintenant la voiture devient aussi une innovation technologique, on s'en était tous bien rendu compte évidemment. On est à la lettre D comme désinformation, David, et on va parler d'un jeu qui est utilisé pour justement pour faire de la désinformation. Oui, c'est une news que j'ai lue il y a 2 jours dans la presse locale ici. D'ailleurs, c'est un petit clin d'œil. La première référence, c'est le Bangkok Post, qui est un média ici à Bangkok, vu que je suis à Bangkok. Tu es à Bangkok, oui. Effectivement. C'est en anglais, ce n'est pas en thaï, rassurez-vous. Sinon, il y a une deuxième référence qui est européenne. Donc, il y a pas mal de fake news qui montrent des combats de troupes dans les rues, des missiles abattant des avions, des drones pulvérisant des tanks. Dans le contexte qui sont de la guerre en Ukraine, des vidéos produites par un jeu vidéo. Voilà. Et pas seulement. Ah, d'accord. Et donc, le jeu en question, c'est Arma 3, qui est un jeu qui est sorti en 2013, donc il n'est pas si récent que ça, qui a été développé par une société polonaise qui s'appelle Bohemia Interactive. C'est un simulateur de guerre, en fait, qui est fort réaliste pour ce qui est des missions, des scènes, mais graphiquement qui n'est pas à la pointe de la technologie, vu que c'est un petit peu quand même vieillot, bien que ça a été mis à jour, il y a des expansions et tout ça. Et en fait, on retrouve beaucoup de vidéos qui sont marquées live, qui sont marquées breaking news, qui ont été utilisées massivement dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Ce genre de fausses vidéos, malheureusement, sont de plus en plus confondues avec la réalité, même par les médias, certains médias s'y sont laissés prendre et qui l'ont partagé comme vérité et qui l'ont également, qui ont été excusez-moi. Ces vidéos ont été également partagées comme étant des news vérifiées sur les médias sociaux. D'ailleurs, l'AFP a débusqué certaines de ces vidéos, dont une en novembre qui montrait des tanks russes étant détruits par des missiles Javelin et qui avait plusieurs dizaines de milliers de vues et qui était en fait une vidéo issue de ce jeu. Alors l'article, donc le second article, pas le local, l'autre, dit qu'en fait le conflit avec l'Ukraine, c'est la première guerre sur TikTok, parce que bon, aujourd'hui TikTok est utilisé massivement pour diffuser ce genre de vidéos. Il faut savoir que non seulement ce genre de fausses vidéos a été utilisé dans ce conflit, mais a également été utilisé dans le conflit avec la Syrie, dans le conflit en Afghanistan et le conflit en Palestine. Alors, en troisième lien dans les références, il y a une vidéo YouTube qui a été publiée par la société qui a fabriqué le jeu. Et je n'avais pas la possibilité de mettre une quatrième référence, mais dans cette vidéo YouTube, dans le commentaire, il y a un lien vers le communiqué officiel de Bohemia qui met en garde les gens contre l'utilisation de leur jeu pour faire de fausses vidéos. Ils expliquent d'ailleurs comment c'est fait pour avoir l'air vrai. Donc la vidéo est un petit peu floutée. Il y a du post-processing où on l'a fait trembler comme si ça avait été pris avec une caméra amateur. Voilà. Donc il faut faire très attention aujourd'hui. De plus en plus, tout ce qu'on voit n'est pas vrai. D'autant plus
plus que les jeux vidéo. Si on se fait berner par des jeux vidéo qui datent de quasiment 10 ans, Oui. enfin c'est sorti fin 2013, donc on va dire 9 ans, avec des jeux vidéo plus actuels, voilà, on n'est pas sorti de l'auberge, et si on rajoute l'intelligence artificielle... Il y avait eu déjà des exemples de ça, mais au tout début de l'invasion du territoire ukrainien, où c'était effectivement des scènes, même pas, voilà, c'était issu de jeux, enfin de gens qui avaient joué effectivement, mais qui ne l'avaient pas fait dans l'intention de faire un fake entre guillemets. Donc simplement, des gens avaient été sortir des extraits et tout le monde avait directement dit oh là là, c'est n'importe quoi, c'est un jeu vidéo ou c'est autre chose, on ne sait pas ce que c'est, mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe sur le terrain parce que c'est du matériel qui n'est pas sur le terrain des opérations. Donc voilà, ici, d'après ce que j'ai pu voir ou entrevoir, on voit des véhicules et des équipements, en l'occurrence HIMARS par exemple, fournis par les Américains, on le trouve dans ce jeu. Et donc ça induit encore, ça donne encore un petit virus du doute aux gens. Ceci étant dit, la réalité est bien plus moche et plus horrible qu'un jeu vidéo. Et donc mélanger les deux, c'est quand même un truc un petit peu, voilà, ça se pose là, quoi. Je sais pas ce qu'en pense Xavier de ce genre d'analogie ou de ce genre de... Mais c'est des choses qui vont arriver de plus en plus fréquemment. Ça va arriver de plus en plus fréquemment, malheureusement. Hein. Comme l'a dit David, les graphismes dans les jeux, dans les applications sont de plus en plus réalistes. Les jeux eux-mêmes visent à se rapprocher de plus en plus de la réalité, avec parfois des scènes de films réellement qui sont tournées dans des jeux. Donc ça va arriver de plus en plus souvent. Oui. Après, on va devoir chercher des solutions et on va y revenir un peu plus loin dans cet épisode. Ouais. Croiser l'info et ne pas prendre pour argent comptant ce qu'on voit sur certains réseaux sociaux tels que TikTok par exemple. Voilà, attendre que soit le faire soi-même, soit attendre que les journalistes professionnels croisent eux-mêmes l'information pour s'assurer d'avoir la vérité vraie. Ceci étant dit, quelle information a-t-on sur ces images-là, si ce n'est voilà un char qui explose, etc. Ça n'apporte pas grand-chose. Enfin, il n'y a pas de réelle information stratégique derrière à développer, quoi. C'est juste des images, quoi. Un petit indice. C'est que souvent ces vidéos, le son manque. Ça, c'est un point qui a été soulevé dans un article que j'ai lu. Ok, bon, ben, autant le savoir aussi, si vous tombez sur ce type de vidéo, ben, mettez des gants et avant, surtout, évitez de les partager. Qu'elle soit réaliste ou non, éviter de partager ce genre de vidéos, c'est quand même pas le truc à mettre devant tous les yeux, quoi. Donc voilà. On passe à la lettre G. G comme GPU, Xavier. On a des nouvelles de chez Nvidia qui annonce RTX Super Resolution, un outil un petit peu particulier qui va sans doute encore une fois révolutionner le monde de la vidéo. C'est ça, mais on reste un petit peu dans le sujet, puisque si les vidéos du jeu n'étaient pas suffisamment de bonne qualité, Nvidia, avec son projet, enfin son outil ici, RTX Video Super Resolution, va upscaler, c'est-à-dire améliorer la qualité des vidéos qui sont disponibles sur Internet. Donc ce sera via votre navigateur. C'est un outil qui est basé sur l'intelligence artificielle, encore une fois, et on va en parler encore quelques fois dans cet épisode. On parlait des innovations en 2023. Je pense que l'intelligence artificielle va faire un gros bond, si ce n'est pas déjà le cas. Mais donc cet outil va produire des vidéos d'une qualité similaire à de la 4K à partir de vidéos qui sont de beaucoup moins bonne qualité. Donc par exemple, il y a des vidéos qui montrent un jeu vidéo avec une résolution de 1080p, donc Full HD, et il améliorent la qualité en gommant les pixels, en lissant les textures, etc., pour en faire de la 4K. Alors, ils disent que c'est compatible avec des vidéos qui ont une résolution de 360p à 1440p. Donc, on va pouvoir utiliser ça aussi avec des vidéos qui sont avec un taux de rafraîchissement très rapide, puisqu'ils peuvent monter jusqu'à 144 images par seconde. Et cet outil va fonctionner avec des navigateurs tels que Google Chrome et Microsoft Edge. Donc, j'imagine que c'est basé sur Chromium et nécessitera une carte graphique
Nvidia RTX 3000 ou 4000. Donc la série 2000, elle ne sera pas compatible. Mais donc voilà, Nvidia, en plus de faire des cartes graphiques qui permettent d'afficher des beaux graphismes, etc., commence vraiment à faire des outils où ils intègrent l'intelligence artificielle pour aller au-delà de simplement afficher, mais vraiment retravailler même du contenu, quoi. Ça bouleverse tout ce qu'on a appris à l'école en matière d'image et même de son aussi. Quand on nous disait si l'information n'est pas dans l'image, vous ne pourrez pas la créer, c'est perdu. Bah non, manifestement ça l'est plus. Donc même si l'information n'est plus dans l'image ou n'est que partiellement dans l'image, l'intelligence artificielle va recréer les pixels manquants et ça c'est quand même un peu bluffant. Il faut bien le reconnaître. Alors quand tu dis une résolution beaucoup plus basse que la 4K en citant par exemple le 1080p, bon c'est un rapport de 1 pour 4, hein, c'est un quart d'image. Ouais. Donc c'est pas non plus le truc le plus moche qui soit. Maintenant il faut voir à quel taux de compression l'image a été créée et stockée. Donc là c'est évidemment si vous avez une image même en Full HD 1080p mais compressée à du 2 mégabits, bah vous allez avoir quand même 4 pixels qui se battent en duel au milieu de l'image. C'est ce qui est fort moche. Donc voilà, c'est ça que ça récupère aussi. Oui. Il parle de 360p à la base, donc 360p, c'est une résolution qui est inférieure à la résolution d'une TV à tube cathodique. Donc c'est ça. On va dire c'est une vieille vidéo VHS assez pourrie qui va pouvoir être amélioré. Et sauf pour ce qui est de la compression... Si je puis me permettre, la caméra, la cassette VHS ou le support magnétique de base va à la lecture te créer des artefacts en plus. Donc qui ne seront pas liés à l'image, qui ne feront pas partie réellement de l'image qui va... Là, il y a quelque chose de créé, mais qui est parasite. Donc comment l'intelligence artificielle va gérer les images et les artefacts parasites à l'intérieur de celle-ci? Est-ce qu'ils interprètent ça comme étant faisant partie de l'image et donc ils vont améliorer les artefacts? C'est la question qu'on peut se poser aussi. Donc, de toute façon, c'est un modèle qui est voué à s'améliorer au fur et à mesure. Donc, j'imagine que un jour ou l'autre, ça pourra être pris en compte sans problème. Ben déjà, quand on voit, par exemple, les traitements, je diverge un peu, mais sur la colorisation des images, par exemple, de vidéos, enfin, de films en noir et blanc, on arrive quand même à des choses qui frisent la perfection, même si... C'est assez bluffant. C'est assez bluffant, parce qu'on n'a pas toujours toutes les références non plus. On sait pas quelles étaient les couleurs originales, systématiquement, de ce qui a été filmé, donc c'est toujours un peu... On part toujours sur des bases un petit peu... Voilà, il y a un choix artistique, on va dire, au départ, mais ça reste quand même assez il faut savoir que Nvidia avait déjà introduit de l'upscaling intelligence artificielle dans la Shield et ça fonctionnait pas trop mal. Mais ici, ça va être un cran au-dessus, d'après ce que j'ai lu. D'ailleurs, c'est basé sur la technologie DLSS 2 que Nvidia avait sorti sur la génération RTX 3000. Pas DLSS 3 qui là génère des images qui n'existent pas. Mais par contre, il existe déjà aussi d'autres sociétés qui font dans l'upscaling et dans la suppression d'artefacts sur les vidéos. Donc Topaz Labs, ça c'est un nom qui est assez célèbre, dont j'ai le software et que j'ai utilisé. J'ai fait l'upscaling de vidéos qui ont été prises quand j'avais 6 ans. Des vidéos qui avaient été prises sur du SVHS, un truc comme ça. C'est assez bluffant le résultat qu'on a, même avec une grosse compression, les blocs un peu partout, ça fait du beau travail. Oui, c'est assez impressionnant, mais bon, voilà, tant mieux quand il s'agit d'exhumer des archives et autres. Je crois que Google avait aussi, on en avait parlé d'ailleurs, une solution d'upscaling qui passait par, c'était assez rigolo d'ailleurs, parce qu'ils prenaient une image, de très moyenne qualité, et ils appliquaient un flou gaussien pour ensuite replacer les traits nets, en fait, pour redonner de la netteté à l'image. C'est assez particulier, et ça donnait des résultats, en tout cas d'après la démonstration que Google avait fait eux-mêmes aussi, enfin, donc il faut mettre des gants là aussi, ça semblait être quand même assez avant-gardiste et assez prometteur.
Ok, bon, mais ici, ce sera du temps réel en plus. Et ici, oui, tu fais bien de le dire. Ici, ce sera du temps réel, donc voilà, affaire à suivre, comme on dit. Tout ça évolue à une vitesse, mais à une vitesse comme notre abécédaire, qui nous amène tout de suite à la lettre M, comme Microsoft, David, qui compte bien défier Google avec Bing en tête simplement pour prendre la place quelque part de Google grâce à l'intelligence artificielle, pour le coup. Oui, donc c'est une news également de cette semaine passée. Donc Microsoft et OpenAI travaillent main dans la main pour mettre ChatGPT aux commandes de Bing. Bing, c'est le moteur de recherche de Microsoft, qui n'a pas beaucoup de parts de marché aujourd'hui, et ça pourrait très fort changer la donne. Il faut savoir que Microsoft a investi $1 milliard américains, donc 1 milliard 10 exposants 9 en 2019 sur OpenAI, et travaillent ensemble depuis, donc ça fait entre 2 et 3 ans qu'ils travaillent ensemble là-dessus. Et il parle d'avoir ça qui sort fin mars sur Bing. Alors, Microsoft n'a pas trop expliqué comment ils vont pouvoir gérer le genre d'erreurs potentielles dont il y avait un chatbot, c'était T-Chatbot, je pense que c'était en 2016, qui avait mis du contenu qui était... on pouvait avoir des objections dessus. Oui. Donc ça, on ne sait pas. Par contre, ChatGPT, donc on en a parlé assez, je vais pas rentrer de nouveau dans les détails. ChatGPT, en fait, va devenir payant, et Bing pourrait devenir le seul moyen d'accès gratuit à ChatGPT. Et pour rajouter un petit truc, cette semaine-ci, j'ai eu des petits problèmes software et techniques pour installer une plateforme de virtualisation VMware ESXi, et il y avait des soucis de compatibilité matérielle, et je cherchais comme un fou sur Google les informations, et j'arrivais pas à trouver les réponses à mes questions, et je me suis dit, tiens, je vais peut-être essayer ChatGPT. Et à ChatGPT, j'ai dit, voilà mon problème, et il m'a affiché en détail la procédure à suivre. J'ai suivi la procédure, j'ai eu un problème en cours de route, j'ai rajouté, j'ai tel message d'erreur. Ah, si vous avez ce message d'erreur, faites ça. Après 3 échanges, ça a fonctionné. Ouais. Et sur Google, j'ai passé 1h30 sur Google sans trouver des informations. J'ai trouvé ça vraiment impressionnant. C'est impressionnant, c'est bluffant, mais en même temps, il faut faire attention, parce que il faut faire attention. Ouais, sur certaines choses, factuellement, il y a des problèmes, quoi. Il dit n'importe quoi. Si on demande des choses qui sont biaisées politiquement, et ça, j'ai fait des essais. Pas que. Il peut avoir des réactions pas top, mais pour ce qui est technique, ça peut être intéressant. Maintenant, si ça fonctionne bien pour Microsoft, la publicité est quand même fort liée au moteur de recherche. Si Google est également a pris toutes les parts de marché de la publicité en ligne, si Bing reprend des parts du marché en utilisant ChatGPT et en ayant un outil qui soit beaucoup plus facile pour les utilisateurs, ils vont également reprendre des parts de marché sur la publicité. Donc c'est très juteux comme marché. Xavier. Écoute, oui, ChatGPT, c'est un vaste sujet. Ça fait partie d'ailleurs encore d'un des points suivants. Pour ce point-ci, j'ai pas grand chose à rajouter, si ce n'est que pour les éléments techniques, il faut quand même faire attention que ChatGPT se limite au contenu qu'il a travaillé, modélisé jusque 2021. Et donc, j'ai moi-même été confronté à un souci à un moment où j'essayais de faire un petit programme.
Et il me recommandait d'utiliser des librairies qui étaient déjà expirées pour des raisons de sécurité ou de dépendance ou autre. Donc, attention aussi, si vous générez du code, vérifiez après que il n'y a pas des failles de sécurité qui se sont glissées dedans, parce que c'est typiquement un cas qui pourrait être problématique, puisqu'on on se base sur des librairies qui sont dépassées. Elles peuvent être dépassées pour des raisons de sécurité. Il peut aussi y avoir des biais liés simplement à la façon dont les gens qui l'ont codé lui ont mis la bride ou pas. Demandez-lui par exemple si la Chine est une démocratie, la réponse risque d'être très démocratique, très peu démonstrative entre guillemets, mais voilà, c'est des choses comme ça, parce que voilà, c'est aussi un petit peu les règles du jeu. Ces gens n'ont pas envie, après tous les investissements, tu as parlé de milliards, mais on imagine que c'est beaucoup de temps aussi, ils n'ont pas envie de se brider d'entrée de jeu des marchés au niveau mondial, donc ça fait partie aussi de ce contexte. Maintenant, je dirais pour la défense de ChatGPT pour ce point, Google également est biaisé et met en avant pas toujours les choses les plus pertinentes pour ce genre de questions. Bon, en même temps, moi j'ai demandé qu'il m'écrive une biographie de Sergey Brin. Il m'a quand même dit que Sergey Brin avait créé SpaceX. Donc ça vous donne un petit peu une idée où il va chercher ses sources, mais à mon avis, c'est pas nécessairement toujours aux bons endroits. Donc voilà. Mais testez de votre côté tant que c'est encore possible. T'as raison, ça va devenir payant. Ça l'est déjà. Hein. L'accès à l'API est payante. Ça fonctionne avec des tokens. J'ai été un petit peu regardé. C'est pas non plus excessivement cher, mais pour attaquer une bêta, je trouve ça un peu voilà. Mais à un moment donné, on ne pourra plus jouer aussi ouvertement avec ou alors peut-être avec des versions un peu passées. Mais je pense qu'on est à la 3e ou 4e évolution de ChatGPT, je ne sais plus exactement. En tout cas, la dernière version en date, c'était du 15 décembre, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Chacun jugera, évidemment, et vous nous en direz des nouvelles. P. La lettre P comme pile ou comme papier, Xavier, puisqu'il s'agit d'une pile à base de papier. Tout à fait. C'est une petite news qui date en fait déjà d'un petit moment, mais elle a refait surface il y a pas longtemps. Je l'avais repérée et Adrien l'a épinglé également. Je sais que c'est aussi le genre de sujet qui l'intéresse un petit peu. On parle ici d'un sujet qui est lié à l'IoT, hein, donc à l'Internet des objets. Et il y a une start-up qui s'appelle BEFC. Alors je sais pas comment il le prononce, mais donc c'est comme ça que ça s'écrit en tout cas, qui a fait une biopile enzymatique. Alors qu'est-ce que c'est qu'une biopile enzymatique ? C'est une pile biologique qui est faite de couches de papier avec des électrodes, avec ce qu'ils appellent des bioanodes et des biocathodes. Donc on reste sur le principe de la pile, et qui sont supportées par du papier en carbone avec des enzymes qui sont immobilisées, donc figées dessus. Alors ces enzymes, elles transforment des substrats tels que le sucre ou l'oxygène en électricité. Qu'est-ce que ça permet de faire concrètement ? Ça permet de délivrer environ 1 milliwatt par centimètre carré de papier. Donc c'est une toute petite puissance, mais c'est suffisant pour pas mal d'objets malgré tout. Ça a une durée de vie de plusieurs heures à plusieurs semaines selon l'usage qu'on va en faire évidemment. Et le but de cette startup, c'est d'utiliser ces biopiles pour alimenter des capteurs qui vont être jetables puisque c'est biodégradable. Par exemple pour la surveillance environnementale, pour la santé, pour la sécurité alimentaire. Donc c'est un aspect qui est vraiment sympa. C'est justement cet aspect durable, hein, puisque on va pouvoir mettre des capteurs qui vont être biodégradables. On va plus devoir injecter des produits dangereux pour l'environnement, aussi petits soient-ils, et ça pourrait être une solution qui va être intéressante pour alimenter des petits objets électroniques jetables comme des capteurs pour surveiller l'air, l'eau, le sol, les paramètres de la santé humaine ou animale. On va pouvoir surveiller la qualité de certains produits ou aliments même. Donc voilà, c'est une pile qui a un bel avenir à mon avis dans l'IoT. C'est un peu différent de systèmes qui vont s'auto-alimenter avec l'éclairage ou avec d'autres éléments. La chaleur par exemple. Oui, voilà. Par exemple, dans mon cas, on utilise avec la vanne l'effet Seebeck, et donc ça à partir d'une différence de température, mais ça nécessite quand même des éléments électroniques
qui ne sont pas biodégradables. Alors on réduit les déchets. Ici, c'est un élément qui est biodégradable, donc c'est quand même une belle évolution aussi. Oui. Pour que tout le monde comprenne bien, tu t'occupes, je vais résumer très très fort, tu vas m'en vouloir, tu t'occupes de vannes thermostatiques qui sont alimentées par des thermocouples, enfin des systèmes comme tu l'expliquais, qui génèrent un tout petit peu d'énergie, et tu fais donc l'effet Seebeck. L'effet Seebeck, et tu fais du bien à la planète parce que du coup il n'y a pas de piles dedans, de petites piles boutons ou autres, et donc il n'y a pas de recyclage à faire, etc. C'est ça, c'est la différence de température entre l'eau du circuit de chauffage, si je simplifie, l'eau du circuit de chauffage et la température ambiante qui va générer un effet thermoélectrique. Moi je pensais que j'avais déjà beaucoup simplifié en disant que tu t'occupais de vannes, mais bon. Qu'en pense David de cette pile en papier? Je trouve ça génial. Ah ben, je trouve ça génial, et 1 milliwatt par centimètre carré, ce n'est pas mal. Ça a peut-être l'air de pas grand chose, mais moi j'ai travaillé dans le passé, j'ai fait de l'électronique professionnellement avec des senseurs, et il fallait qu'une pile puisse tenir 5 ans. Et en fait, les microcontrôleurs aujourd'hui peuvent avoir un courant de veille de l'ordre de la dizaine de microampères. Donc, on parle d'un millième de milli sur 3 volts. Donc, on va dire une trentaine de microwatts, donc ça veut dire 30 fois moins que ça, et se réveiller, par exemple, une fois toutes les 5 secondes, et avec un mode basse consommation, faire une lecture d'un senseur de température, un magnétomètre, un accéléromètre ou quoi, et puis se rendormir. Et donc 1 milliwatt fois quelques centimètres carrés, donc quelques milliwatts, ça peut être largement suffisant pour avoir beaucoup d'applications très intéressantes. Donc je trouve ça vraiment bien. Bonne pioche, et on parlait du CES, ils ont déjà obtenu plusieurs prix d'innovation au CES de cette année et des 2 années précédentes. Donc voilà, autant le savoir, c'est quand même une technologie, on peut le dire, d'avenir. Voilà. Oui. La lettre R comme RAM, RAM, évidemment, on ne va pas parler de kayak. David, on parle de mémoire RAM DDR5 non binaire. Tu vas nous expliquer de quoi il s'agit. Voilà, quand j'ai lu le titre, j'ai pensé à la célèbre vidéo « Je ne suis pas un homme ». Si vous voyez de quoi je parle. Donc voilà, je me dis qu'est-ce que c'est ça comme RAM, de la RAM non binaire. Donc soit il y a des bits qui sont à 0 et des bits qui sont à 1, et il y a des bits qui ne sont ni des 0 ni des 1. Donc j'ai pensé que c'était une blague, quoi. Donc, mais en fait, non, ce n'est pas une blague, et je lisais le sous-titre qui disait que ça arrive finalement sur le marché, et que ça va donner beaucoup de flexibilité et faire des économies pour les sociétés. Et là, je me suis encore plus questionné, mais je me dis, qu'est-ce qu'il raconte? C'est quoi cette histoire? Et puis, bon, j'ai quand même lu plus loin, et il disait, oui, la mémoire non binaire, ça peut permettre d'évoluer de manière non doublée. Donc, par exemple, on ne doit pas passer de 8 à 16 gigas, de 16 à 32, de 32 à 64. On peut passer par les intermédiaires, on peut passer par 24, par 48. Mais je me suis dit, mais ça, c'est pas nouveau. On pouvait déjà mettre une barrette de 16 et une barrette de 8 pour avoir 24. Je vois pas le problème. Non, en fait, ce sont des modules mémoire. On va avoir des modules mémoire qui ne vont pas par facteur de 2, ce qui est le cas aujourd'hui. Les barrettes mémoire, ça a toujours évolué par multiple de 2. Oui. Et dans le monde de l'entreprise, les barrettes mémoire DDR5 surtout, et DDR5 avec les modèles professionnels avec de l'ECC avancé, bien que la DDR5 maintenant a de l'ECC qui est pour tout le monde. Quand on a, 64 gigas de RAM et qu'on a besoin de 80, on est obligé de passer à 128 aujourd'hui. Oui. Je veux dire, on peut pas avoir des barrettes entre les deux. Et là maintenant, on va pouvoir. Et d'ailleurs, Hynix en a fait la démonstration il y a quelques mois. Et il n'y a pas que Hynix. Hynix est un des grands fabricants de mémoire. Et d'ailleurs, Micron et Samsung, qui sont les deux autres grands fabricants de mémoire, enchaînent le pas. Et donc, ils vont sortir des modules de DDR
DDR5 de 24, 48 et 96 gigabytes. Donc ça a un intérêt parce que c'est vrai que quand on fait le choix des barrettes de mémoire, on se dit oui, 64 gigas de mémoire, c'est un petit peu, mais 128, j'ai pas besoin d'autant. Ouais. Et voilà. Donc c'est ça, ce n'est pas une blague et ça a réellement un intérêt économique. Ça m'a fait rire avant de creuser dans l'article. Ouais. Il y a deux références. J'ai mis 2 références. Dont la deuxième qui est un peu plus intéressante que la première. Voilà. Donc ce n'est pas une blague, ce n'est pas un oui mais non, c'est une vraie nouvelle. Mais en même temps, c'est intéressant parce que ça va pouvoir aussi, on va pouvoir avoir une meilleure gestion des coûts de la machine, comme tu le disais, et ne pas surconsommer de la RAM, enfin en tout cas en acquisition, je veux dire hardware, si on n'en a pas besoin, si on a configuré une machine et qu'on dit ben voilà, j'ai pas besoin de 228, je peux rester à 96 par exemple, oui. Bon, on pourra le faire quoi, par exemple, voilà. Oui, et ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je disais, on peut déjà aujourd'hui avoir une barrette de 16 et une barrette de 8, oui. Mais quand c'est de la mémoire qui travaille en double canaux, on est obligé d'avoir 2 barrettes de taille identique, sinon ça ne fonctionne pas et on passe en simple canal. Oui. En entreprise, on travaille en 4, 6 ou 8 canaux de mémoire, et c'est la même problématique. Et ici, ça va permettre d'avoir des barrettes de mémoire de même taille, d'avoir tout qui fonctionne rapidement et d'avoir cette flexibilité qui n'existait pas avant. Xavier, est-ce que tu as un truc à rajouter ? Pour reprendre une blague connue, en fait, du coup, moi, je sais pas si on dit du RAM ou de la RAM, donc on va acheter 2 RAM, et puis voilà. Un RAM ou une RAM, c'est la question. De la RAM ou du RAM, on ne sait plus, puisque c'est non binaire. Donnez-nous, si vous osez, n'hésitez pas. Donnez-nous votre opinion en commentaire. Un barrette de RAM. Un barrette de RAM. On va peut-être rester là. C'est plus cher, on va prendre 2. Allez, on est à la lettre S, Xavier, comme signature. On reparle de chat GPT. Je dis GPT parce que j'ai vu que quelqu'un avait fait un bout à bout, c'est en télévision, avec tous les gens qui avaient dit GPT. Alors, sur tous les plateaux de télévision, tout le monde en parle pour l'instant, et à la radio aussi. Et donc, ils ont fait un bout à bout avec les gens qui disent GPT. C'est très, très drôle. Ça ne marche qu'en français. C'est parce que ça ne marche qu'en français, ça, effectivement. Donc, voilà. C'est Xavier, dis-nous. Voilà, mais donc c'est OpenAI, on l'a déjà dit, qui est l'entreprise derrière ChatGPT, du coup, qui est un outil de génération de texte, hein, on l'a déjà dit, par intelligence artificielle. Ils ont annoncé qu'ils souhaitaient trouver un moyen de signer discrètement le contenu qui est produit par cette intelligence artificielle. Pourquoi signer ce contenu ? En fait, c'est parce que le système pourrait être utilisé pour détecter la triche, par exemple, lors des examens. On sait qu'il y a, pour le moment, une panique générale dans l'enseignement, puisque les élèves ont bien compris l'utilité de cette intelligence artificielle et commencent à l'utiliser pour leur dissertation, mais également pour résoudre des problèmes qu'ils ont pour des devoirs ou des examens et autres. Et on a aussi le problème de parfois la vérification de fake news, puisque toute cette intelligence artificielle peut permettre de créer du contenu et donc de générer du contenu un petit peu à la volée qui va appuyer une fake news et la renforcer dans les esprits du public. Et donc l'intérêt de pouvoir vérifier si ce contenu provient d'une IA est certain. Donc comment est-ce qu'ils vont faire ça ? Ben ils parlent sans tout dévoiler de mettre des éléments qui vont pouvoir identifier dans le texte avec par exemple la ponctuation ou bien des mots, des lettres, etc. Alors c'est à la fois complexe et en même temps ça pourrait être très simple à contourner parce qu'on pourrait utiliser tout simplement des synonymes pour faire ça. Alors il y a déjà des gens qui disent on va créer une IA qui va essayer de déjouer de retravailler le texte qui a été généré pour qu'il déjoue cette signature, etc. Voilà. Aujourd'hui, le fondateur un des chercheurs d'OpenAI dit que OpenAI serait le seul à pouvoir fournir un outil de détection efficace pour cet outil qui utilise une approche cryptographique et qui est déjà qui existe déjà. Donc ils l'ont pas encore déployé, mais voilà, ils disent qu'ils seront les seuls
pour le moment en tout cas, à pouvoir déjouer ou en tout cas détecter de manière fiable cet élément-là. Mais je pense que c'est quelque chose qui va être important dans les années à venir, voire même dans les semaines ou mois à venir. On l'avait déjà dit aussi pour les œuvres, et je mets des guillemets à œuvres visuelles qui sont créées de cette manière-là aussi, qui sont toujours quelque part des ersatz de ce qui a déjà été fait par ailleurs, par d'autres artistes, et même souvent des artistes de renom, qui sont toujours voilà, c'est sur un prompt, hein, comme on dit, c'est juste sur une phrase que le texte est créé, ou que le visuel est créé, ou que la vidéo peut être créée, etc. Et donc, voilà, il y a rien de très humain là-dedans quelque part. Je vous renvoie, si vous le voulez bien, je le fais pas souvent, mais parce que là je suis tombé dessus cette semaine et je trouvais ça vraiment bien, parce que ça dure pas longtemps. Alors non, c'est pas parce que ça dure pas longtemps que c'est bien, mais c'est parce que c'est bien dense et que tout est dit en une demi-heure dans un autre podcast. Et c'est une petite découverte, donc je la partage avec vous sans aucune difficulté. Le podcast s'appelle Trendspotting, l'émission du monde qui vient, et il y avait un numéro spécial avec comme invité Cyril de l'Astérie. Alors les plus anciens se rappellent de Cyril de l'Astérie, c'est 2020 pour ceux qui le connaissaient sur les réseaux sociaux, il lui-même fait du podcast, de la radio, qui a produit des contenus, etc. et qui a une langue bien pendue, et j'apprécie toujours ses commentaires très pertinents, et qui donne son avis sur ce type d'intelligence artificielle. Je vous conseille vraiment d'aller écouter cet épisode, vous m'en direz des nouvelles, et je ne vais pas ici répéter tout ce qu'il a dit, parce que ça dure 30 minutes, il a dit plein de choses intéressantes, et la conclusion l'est tout autant. Donc je vous renvoie vers ce podcast, mais pas avant la fin de cet épisode des Technos, s'il vous plaît, tout de même. Allez, on passe à la lettre V comme Vanilla OS, et comme son nom l'indique, on imagine qu'il s'agit de Vanille, non, de système d'exploitation. Une première version finale disponible, c'est sous Linux, évidemment, je tiens à le préciser, David. Ce n'est pas sous Linux, c'est Linux. Donc c'est une nouvelle distribution. C'est une nouvelle distribution Linux qui est sortie en première version finale il y a quelques jours. Et donc le projet Vanilla OS a une mission très simple, c'est de faire une distribution basée sur Ubuntu et un environnement GNOME sans modification. Donc GNOME, c'est l'environnement desktop et le nom vient en fait de Vanilla, qui est utilisé beaucoup originellement dans le monde des jeux vidéo pour dire que c'est la version de base non modifiée telle qu'elle était à l'origine, sans avoir des personnalisations, modifications. Donc c'est se base sur un Ubuntu 22.10 pour à qui ça parle. Mais ce que je trouvais très intéressant, c'est que pour les packages de software, non seulement ils auront leur système maison qu'ils appellent APX, mais ils vont être compatibles avec les packages Ubuntu, Fedora et Arch Linux directement, donc sans devoir les convertir, les modifier, et tous les risques de dépendance. Ça, je trouve très intéressant. D'avoir la flexibilité de pouvoir utiliser des packages software qui sont compatibles avec une autre distribution, et c'est quelque chose que je trouve qui manquait dans le monde Linux. Donc voilà. Autant le noter, effectivement. Je tiens à signaler, je fais juste une toute petite parenthèse, c'est que parmi les sources, on partage toujours, enfin les chroniqueurs, vous partagez toujours vos sources avec nos éditeurs pour qu'ils puissent aller plus loin, pour pousser plus loin la réflexion, etc. De temps en temps, il y a des articles payants, c'est le cas ici par exemple chez Next Impact. Si on vous les propose, c'est pas pour vous pousser à la consommation, mais simplement pour vous dire aussi qu'un article de qualité est fouillé, etc. Ça a un prix, le journalisme a un prix, et on vous invite toujours à, oui, de temps en temps, il faut bien le dire, mettre la main à la poche pour payer ce prix. Nous, ce que l'on fait, c'est juste répéter ce que l'on voit, ce que l'on entend, ce qu'on lit. Donc, n'hésitez pas, vous, de votre côté, à financer quelque part ces articles qui vous permettent de bien vous documenter, et de manière professionnelle. Oui, David. Le problème ici, c'est que quand je l'ai mis, il était gratuit, et il y a des articles qui sont gratuits, et puis quelques heures après, ils deviennent payants.
Oui, mais c'est pas un problème. Voilà, tout travail mérite salaire, j'ai envie de dire. Xavier avait un truc peut-être à rajouter là-dessus, ou pas? Tu as coupé ton micro. Xavier, tu as coupé ton micro. Je ne t'entends pas, Xavier. Ouais. Je voulais juste rejoindre David sur le fait que c'est un bon point de pouvoir utiliser différents paquets, utilisé pour différentes distributions, parce que dans l'environnement Linux, c'est un des premiers problèmes auxquels on est confronté, c'est le choix de la distribution, et en fonction de ce choix, on est limité après pour telle ou telle chose. Mais enfin, c'est la même chose pour les autres systèmes d'exploitation. Hein. On choisit Windows ou Mac, on va pas pouvoir utiliser un logiciel, mais pour Mac sur Windows ou avec des petites astuces, on peut le faire, mais c'est un peu le même principe sur Linux, et donc c'est vrai que c'est chouette d'avoir une distribution qui permet d'installer différents paquets. Je vous parlais en début d'épisode de notre ami Thierry qui est au CES actuellement. Il n'a pas pu s'empêcher, évidemment, je ne sais pas s'il a calculé son coût, mais pendant que nous étions en train d'enregistrer, il y a quelques secondes à peine, il nous a envoyé une petite vidéo. Alors, je ne l'ai pas encore regardée, il n'y aura pas le son, hein, parce que voilà, c'est pas faisable comme ça, mais comme vous savez qu'il est très branché Van Life, il nous a trouvé un petit peu de matériel Van Life, a priori. On va essayer de voir ça ensemble. Voilà, on est au CES, il est devant un stand où il y a des véhicules, des 2 roues, des 3 roues, et une espèce de cabine, alors c'est très particulier, un stand un petit peu fermé, et donc on voit qu'en tout cas il a l'air de bien s'amuser, il se balade dans les coursives du CES, et sans doute qu'on aura plus d'informations dans les jours qui viennent. Merci en tout cas à lui de ne pas nous oublier tout en étant si loin de nous. Voilà, je tenais juste à le signaler. N'hésitez pas à partager, comme je le dis d'habitude, cet épisode avec vos amis, via vos réseaux habituels, évidemment. On a l'habitude de terminer avec une petite citation, si vous le voulez bien, que voici, que voilou. Il faut apprendre, non pas pour l'amour de la connaissance, mais pour se défendre contre le mépris dans lequel le monde tient les ignorants. C'est signé Charlie Chaplin. Réfléchissez à ça, cogitez un petit peu autour de ça, voilà, avant qu'on ne se retrouve pour le bonus dont je vous parlais évidemment en début d'épisode, 15 minutes supplémentaires qui arrivent ou qui sont peut-être déjà à disposition et que vous pouvez consommer sans modération. Merci Xavier, merci David, et on se dit du coup à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!